Bonjour. Tu connais la série Devs? Non. T'as jamais vu ça? Devs. Tu vois que c'est Alex Garland? Le mec qui vient de faire le film qui s'appelle Guerre civile. Alors, de nom, ça me dit quelque chose. C'est un réalisateur de films de science-fiction, il a fait Ex Machina. Ah, ça, j'en ai entendu parler. Et c'est un réalisateur extraordinaire. Il a fait une mini-série en 8 épisodes pour je sais plus quel network, mais tu peux le trouver. Ça s'appelle Devs. Je peux rien te dire d'autre, c'est un des trucs les plus géniaux que j'ai vu récemment. C'est une tuerie, sa série. C'est extraordinaire. Devs, tu connais pas Devs? Non. Une série d'Alex Garland que je vous recommande à tous. C'est 8 épisodes, je crois. Dans ce genre de truc, je sais pas si t'as vu The IT Crowd, qui est une série anglaise. Ah ouais. Vieille série anglaise. The IT Crowd. Non, Qui est super cool. C'est un truc humoristique sur des mecs qui travaillent pour vraiment le service informatique de leur boîte. D'accord. Et du coup, ils se retrouvent, ils sont dans le sous-sol. C'est trois mecs et il y a un de leurs collègues qui se barre et leur nouveau chef, c'est une meuf qui débarque. Et du coup, c'est genre une meuf, quoi. Ils ont jamais vu une meuf de leur vie, si tu veux. Donc, Ah oui. voilà. Oui, c'est bourré de clichés. Mais c'est drôle. Alors, il y a aussi une série extraordinaire dont on a vu juste une saison pour l'instant, qui s'appelle... Ah putain. Ah merde, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est une série extraordinaire. Comment j'ai pu oublier le nom? C'est sur une sorte d'équipiers informatiques qui travaillent aussi dans un sous-sol et qui font partie d'une expérience où on leur a fracturé le cerveau de manière à ce qu'en fait, c'est une forme de sécurité. Quand ils prennent l'ascenseur et qu'ils remontent à la surface, ils oublient tout ce qu'ils font dans leur job en sous-sol. Et en fait, ils ont vraiment deux vies complètement séparées. Ils oublient qui ils sont quand ils sont en dessous. Et quand ils sont à la surface, ils oublient tout ce qu'ils font quand ils sont au boulot. Ils font tous partie d'un programme identique. Et en fait, ils n'ont pas de concept de leur véritable identité quand ils sont à la surface sur Terre. C'est un truc, c'est Ben Stiller qui a réalisé plein d'épisodes, et un très bon réalisateur apparemment. Et je ne me souviens plus du nom, mais c'est un nom comme Fracture ou... Ben Stiller, réalisateur. Le même Ben qui Stiller, a fait réalisateur. Tonnerre sous les tropiques, quoi. Ouais, mais ça, c'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux et c'est de la science-fiction, mais à faire péter le cerveau. Ok. C'est un truc complètement différent. Ça fait un peu penser à une thématique de Murakami dans un roman qui s'appelle La fin des temps, qui est un petit peu pareil, avec une histoire de fissure dans le cerveau qui fait qu'un type en fait vit deux vies en parallèle. Un roman extraordinaire. Et ça, c'est un petit peu différent, mais c'est un petit peu la même chose aussi. Mais c'est un truc terrifiant, en fait. C'est un concept sublime. Et je sais qu'ils allaient commencer à faire une seconde saison. Ils ont été interrompus par la pandémie. Et je ne sais pas où ils en sont maintenant. Mais si tu regardes Ben Stiller sur IMDb, tu vas me donner le nom de la série. Et c'est une recommandation pour tout le monde, ça. C'est génial. Je sais que Ben Stiller, généralement, c'est pas trop mon style. Non, mais oublie. D'abord, si tu savais pas que c'est Ben Stiller, jamais tu reconnaîtrais. Moi, j'ai vu son nom en tant que réal et j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est Ben Stiller? Bah ouais. De Ben Stiller que je trouve vraiment bien, c'est La vie rêvée de Walter Mitty. C'est un remake, ça aussi. Tu connais l'original? Ouais, c'est un remake d'un film des années 80. C'est un remake de 40? 40, ouais. La vie rêvée de Walter Mitty. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais. Mais vois l'original plutôt. D'accord. C'est La vie rêvée, ouais. C'est The Secret Life of Walter Mitty. Ouais, tout à fait. C'est... Non, mais Ben Stiller, il a l'air pas con, hein. Tu l'as jamais rencontré? Je l'ai croisé une fois à la plage après qu'il ait fait un discours très très drôle aux Oscars et je lui ai juste dit Severance, c'est ça. C'est ça. Je vous le conseille. C'est une série géniale. Je l'ai croisé à la plage et parce qu'il venait de faire le soir d'avant, il avait fait un speech aux Oscars, je sais plus ce que c'était, mais il avait dit un truc très drôle et il passait juste à côté de moi et je me suis retourné, je lui ai cité son truc et il a fait. C'est sympa déjà. Bah, tu sais, c'est pas inhabituel de croiser des gens célèbres dans des villes aux États-Unis. Hein. Oui, mais pas que, enfin, j'ai envie de dire pas qu'aux États-Unis, tu vois. Je veux dire, à Paris, tu croises facilement quelqu'un qui fait quelque chose. J'ai jamais reconnu, quoi. croisé quelqu'un de célèbre à Paris. C'est vrai, moi, je vais pas souvent. Je vais pas souvent à Paris et franchement, je croise de temps en temps. Je reconnaîtrais quand même quelqu'un. Il y a très longtemps, il y a des années, j'avais vu Francis Blanche. Non mais Comment ma sœur qui est à l'aéroport du Cap, je crois, donc Ouais. en Afrique du Sud, qui tombe sur Tom Jones. Ah bah ça, ce serait génial.
C'est Elle quand s'est même prise en super photo chouette. avec lui. Ouais, du coup, elle a pris une photo avec j'aurais Tom fait Jones. ça, moi. Ah, putain, ça c'est bien ça. Tom Non, j'ai Jones, pas une fois. Alors dans l'avion, mais je l'ai pas rencontrée. Elle était assise en première devant moi parce que j'étais pas en première moi. Et c'était comment elle s'appelle cette starlette américaine. Something une- About Mary. Tu sais, la fait une superbe blonde mannequin. Actrice ou Une actrice. Je me souviens plus de son nom, putain. Ouais, c'est ça le problème. Ça va être comme ça toute la soirée. Non, mais ça va. C'est pas très grave. Hein. Elle a un super corps. Elle a une complexion un peu bizarre. Elle a un peu une forme d'acné sur le visage qui masque dans tous ses films. Elle était dans un film avec Jim Carrey. Une petite blonde. Ah, Cameron Cameron Diaz. Diaz. Tu vois, on dit l'acné. Cameron Diaz, acné. Cameron Diaz. J'ai Ok. pris l'avion avec elle une fois. Elle le savait pas. Elle s'est pas dit, tiens, je suis avec Sylvain avec Sylvain Després. Després. Waouh. Mais en sortant après avoir récolté nos bagages, j'ai revu devant moi comme ça. Putain, elle était bien gaulée. Oh, quel corps. Tu couperas ça au montage? Pourquoi Je sais plus qui m'avait. Enfin, j'avais vu traîner ça sur internet, sur ce genre de moment où un mec célèbre vient demander un autographe à un mec moins célèbre que lui. Ça t'est déjà arrivé? Genre que quelqu'un Non. te demande, tiens, tu pourrais pas. Une dédicace, même juste une dédicace sur un bouquin. Ou... Non. Ça te rend triste? Tu sais, ça dépend s'ils veulent un dessin ou non. S'ils veulent pas de dessin, ça me rendrait heureux, mais s'ils voulaient que je fasse un dessin, ça me ferait chier. T'as encore du travail? Mais c'est un peu ça, ouais. Oh, merde. Mais en Les gens parlant ne se de rendent pas travail, compte parce que le dessin, ça demande une concentration extrême. Et ce qui est difficile quand on te demande un truc comme ça au vif, c'est que c'est un peu comme d'être en équilibre sur une corde raide. Tu peux te casser la gueule à n'importe quel moment et rendre un truc épouvantable. Et pour ne pas faire ça, il faut être dans un... Tu sais, t'as ton cerveau qui se met en mode laser pour essayer de tenir l'équilibre d'un dessin pendant au moins 5 minutes, tu vois, le temps que tu fasses un truc. Et aujourd'hui, j'ai fait une dédicace avec un dessin qui se cassait la gueule et j'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit, ah merde, je viens de bousiller un bouquin, là. Bon, le type, il devait être content, mais moi, j'étais pas content. Donc, le problème, c'est l'énergie que ça demande, un dessin. Et les gens se rendent pas compte parce qu'ils disent, oh, c'est dessiné, tu vois. Non, pas du tout. Le dessin, c'est un truc qui demande une énergie délirante. Attends, on va... Comme ça. T'as un très joli nez? Ouais, faudrait le baisser un peu comme ça, voilà. Ouais, c'est plutôt ça, c'est plus au niveau du son. Après, je peux gérer comme il y a 2 entrées. Je vais en profiter pour faire l'intro en fait. Nouveau type de vidéo aujourd'hui, parce que je suis pas tout seul. On va plus être en mode podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Després, qui est Lui-même. dessinateur, réalisateur, entre autres choses. Et du coup, on va discuter un peu comme ça toute la soirée. Non, on va se laisser une grosse heure comme ça. Une grosse heure, enfin je veux dire, j'ai pas une grosse heure. Une grossesse. J'ai pas besoin de voir un médecin. Juste, on va discuter un peu de tout. Comme tout le monde lui pose toujours des questions sur juste son travail, les gens avec qui il a travaillé, on va essayer de parler de trucs un peu différents pour une fois, de te Comme tu laisser un veux. peu plus Je libre m'en sur fous. toi, l'homme derrière le dessin. Ouais, on peut parler de ce que tu veux. On peut parler C'est quoi ton film préféré? Vraiment le truc que tu pourrais te regarder, pas en boucle, mais presque. Moi j'en ai un comme ça. Donc, Il y a 2 films qui sont des films que je regarde souvent et je me perds dedans parce que c'est des univers qui représentent des côtés de mon psyché. J'ai du mal à expliquer exactement ce que c'est qui me plaît, mais dans les 2 cas de figure, c'est 2 films qui me touchent à un niveau qui est vraiment profond. Hein. Alors il y en a un, c'est un film de William Friedkin qui est un remake du Salaire de la peur qui s'appelle Sorcerer. D'accord. Pas Et c'est un film de 1977, donc il a été tourné en 76 par là. Et c'est un film qui était un échec total quand il est sorti, parce qu'il est sorti la même semaine que Star Wars. Donc il a été anéanti. Le pire truc, quoi. Et il a mis 40 ans à ressortir, parce qu'il y a eu des sorties vidéo pourries, avec qui ont été remontées dans tous les sens, pays par pays. C'était impossible de voir le film dans son état réel pendant des années. Et moi, je l'avais chopé à la télé dans les années 90, en noir et blanc, sur une petite télé pourrie. Je sais même pas pourquoi j'avais une télé noir et blanc en 90, mais je peux en savoir. La pauvreté, ça, je crois. Je sais pas où j'étais, mais je me souviens qu'il était en noir et blanc et j'étais tombé amoureux du film. Je l'attendais depuis les années 70, ce film, parce que la bande son qui était par le groupe Tangerine Dream
était déjà sorti en annonce du film. Et en Ok. fait, le film n'est jamais sorti en France. Donc, après, je suis parti vivre aux États-Unis et j'ai jamais vu ce film. C'est Et là-bas en que tu l'as fait, trouvé ou... pardon. C'est là-bas aux États-Unis que tu l'as trouvé ou Des c'est... années plus tard à la Ouais. télé. Ok. Mais en France, la bande son du film était déjà en vente. Je me souviens, j'étais, je sais pas dans quel Ouais, magasin, d'accord. et je voyais l'affiche, la belle affiche toute verte avec le ponton et le mec au milieu. Tout ça, c'est une scène très dramatique. Et, et j'attendais avec impatience le film, mais j'ai jamais pu le voir à l'époque. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Et c'est un film sur l'enfer. Mais l'enfer symbolique, l'atavisme de l'enfer. C'est l'histoire de quelques mecs qui ont, dans leur vie respective, ont commis des crimes, ont fait des choses qui les ont forcés à prendre la fuite et à se dissimuler, ou à être envoyés secrètement dans une espèce de bled Ok. en Amérique du Sud. Mais c'est où, l'enfer, mais ça se passe quand même dans d'autres aujourd'hui, mondes. ouais. Ils se retrouvent un peu dans un anonymat, ils ont tous pris Ok. des pseudos Ouais. sud-américains, et ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Et dans un désespoir total, ils sont forcés d'accepter une mission absolument terrifiante pour essayer de gagner quelques sous pour pouvoir s'échapper. Et ça raconte leur histoire. Et c'est des mecs qui ont que des faux noms, personne ne connaît leur passé, sauf toi, le spectateur. Oui. Alors, comme c'est un remake du film de Clouseau, Le salaire de la peur, Friedkin, il a fait quelque chose de légèrement différent qui fait une différence énorme. C'est que Clouseau démarre son film dans le petit bled, avec tous ces mecs qui se retrouvent. Friedkin, il a fait 1-1. Il a commencé le film avec 4 ou 5 séquences qui te montrent quels crimes ils ont commis chacun Ok. et comment ils se sont retrouvés là. Et avoir ce Pour le petit spectateur, détail transforme complètement l'expérience, hormis le fait que c'est un casting extraordinaire qu'il a eu, Friedkin. Et donc j'ai revu ce film, je ne sais pas combien de fois, depuis qu'il est sorti. Il a été réédité maintenant en Blu-ray, une copie absolument parfaite. J'ai même eu la chance de le voir il y a quelques années à la Cinémathèque à Paris. Et Friedkin était venu le présenter. Ok. Donc c'était vraiment une expérience géniale. Ce film-là, c'est peut-être mon film préféré. J'en ai un autre qui est très difficile Vas-y, balance. à expliquer parce que c'est beaucoup moins spectaculaire et j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me plaît, mais c'est un film d'un auteur américain qui est décédé maintenant, qui s'appelle Paul Mazursky, Ok. qui est connu pour un nombre de films, les vrais cinéphiles des années 70 connaissent ça. C'est Next Stop, Greenwich Village, comment ça s'appelle, Bob, Carol, Ted et Alice, Alice in Wonderland, Tonto et Harry et Tonto, c'est un autre de ses films. Il a fait un film qui s'appelle, un film avec Robin Williams, qui s'appelle Moscow on the Hudson. Je connais pas le titre français, c'était dans les années 80, j'étais pas là. Il a fait un film très connu qui s'appelle Le Clochard de Beverly Hills, Ok. qui a eu Oui. beaucoup de succès. Mais le film que moi j'aime de lui, vraiment plus que tout, c'est un film qui est de 82, qui s'appelle La Tempête. Et c'est une version moderne de La Tempête de Shakespeare, avec John Cassavetes, Gena Holland, Molly Ringwald, c'est son premier rôle, Raoul Julia et Suzanne Sarandon. Et c'est Sacré un casting. remix, sacré casting, et c'est un remix de La Tempête de Shakespeare mis au jus moderne. Un peu hollywoodien, un peu... Non, pas du tout. Non, ok. C'est un film très sauvage, très simple. Ça fait très européen dans sa facture. Et ça raconte l'histoire d'un architecte qui pète un plomb et rentre dans une espèce de crise de la cinquantaine, mais découvre une sorte de pouvoir magique, comme Prospero dans la pièce de théâtre, qui est qu'en fait, sa colère a tendance à lancer des tempêtes. Ok. Et c'est un film que j'adore, mais plus que tout. Que j'ai dû voir, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu le film à l'époque, quand il est sorti, et je m'étais dit, putain, quand même, ça, c'est un drôle de scénario, j'aimerais bien le trouver. Et 2 jours plus tard, je rentre dans une boutique à New York, et sur une étagère, je vois un tout petit livre, et c'est La Tempête, écrit par Paul Mazursky et Léon Capetanos. Et je prends le bouquin, comme ça, c'est le script entier. Oh. Et je l'achète immédiatement. Et je ne l'ai plus jamais revu depuis, mais je l'ai. C'est le bouquin. Puis quelque part, planqué. J'avais chez l'impression toi. qu'il était là pour moi, qu'il était planté sur l'étagère, comme ça. Et puis j'ai vraiment commencé à lire. C'est à partir de ça que j'ai vraiment commencé à vraiment lire des scénarios, parce que c'est un scénario très complexe. C'est une histoire qui paraît toute simple, mais qui en fait se passe en 24 heures, avec des flashbacks à l'intérieur qui racontent les histoires individuelles de chacun. Donc c'est des chassés-croisés scénaristiques qui sont vachement bien foutus.
Donc voilà, c'est mes Moi, je vais te dire un truc un peu bête parce que mon film, ce que je considère encore aujourd'hui comme mon film préféré, c'est Paul. C'est complètement débile, hein, Non, mais l'extraterrestre, tu sais, Ouais, avec Simon Pegg, Nick ouais, ouais, Frost. ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec ce qui s'appelle la trilogie du Cornetto, donc avec Hot Fuzz, Shaun of the Dead et le troisième film du coup de Edgar Wright. Oui, Et ça, c'est la première fois en fait qu'ils font un film tous les deux, quasiment, sans Edgar D'accord. Wright aux commandes. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc, moi, avec ce film qui englobe tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire que t'as de la science-fiction. Moi, j'ai grandi avec Star Wars tous les jours en rentrant de l'école, quasiment, j'ai l'impression que je regardais Star Wars. Il y a de l'humour. Il y a un casting qui est quand même assez chouette avec des caméos, des trucs comme ça. Et l'histoire est super chouette, quoi. C'est deux copains qui se retrouvent pour faire un road trip, le truc qu'ils ont rêvé toute leur adolescence. Et encore aujourd'hui, c'est presque un rêve, quoi, de faire un truc comme ça. ouais. Et c'est ce truc de l'humour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, Je comprends. je considère ça un peu comme mon film préféré. Je sais que c'est un peu niaisou. Mais ce qui est intéressant dans des conversations comme ça, c'est qu'on découvre l'enthousiasme qu'une personne peut avoir pour un film en particulier, et Oui. puis ça donne envie de le voir, en fait. Je dis, tiens, bah, T'as déjà vu pourquoi pas. Paul? Paul, ça me dit quelque chose. Je pense pas que je l'ai vu, mais le titre me dit quelque chose. Ouais, c'est avec un extraterrestre. La pochette, c'est vraiment un extraterrestre qui te fait un gros fuck comme ça. C'est Ça me dit quelque chose. et je sais pas pourquoi, c'est resté depuis tout ce temps-là. C'est de quand? C'est quelle date? 2010. Ça va bien avoir Je sais ça a un peu plus de 10 ans, ouais. J'ai pas dû le voir. Mais c'est chouette. Ouais, t'aimes le cinéma, le cinéma, quoi. Mais je sais pas, parce que je vois des merdes tout le temps et je les regarde. Je suis T'as un compte goinfre. Netflix? Pardon? T'as un compte Netflix? Ouais. Je suis très goinfre. Je regarde Ouais. tout. On a ça un peu aussi. Je regarde, par exemple, je déteste les Marvel. Ok. Jamais j'irai travailler sur un Marvel. Mais je les regarde. Pour mieux les haïr. Oui, non, mais c'est bien. Pour savoir de T'es- quoi je parle quand je dis c'est de la merde. Tu vois, au moins je. T'as bossé j'assume. sur des blockbusters, mais c'est pas forcément les moments les plus intéressants. Le problème, c'est qu'en tant que storyboarder, j'imagine que c'est là Ouais, où il y a le plus de Le budget, terme quoi. blockbuster, c'est bizarre parce que je sais pas si les blocs ils sont vraiment bustés par les blockbusters. Quand tu travailles sur un film, d'abord tu sais jamais si ça va être un blockbuster, donc ça ne l'est pas. Tu vois, Oui. si les mecs ils savaient qu'ils allaient gagner des millions, quand tu veux une nouvelle gomme pour ton bureau, au lieu d'avoir à remplir 18 feuilles de papier avec des signatures de tout le monde, on dirait vas-y, serre-toi, il y a une caisse là-bas. La réalité, c'est quand tu travailles sur un film, c'est toujours un film de pauvre. Déjà, Oui, quand bah, tu négocies ton salaire, c'est vous savez, on n'a pas d'argent, monsieur Després, on est pauvre, on est là pour l'art. Alors ça commence comme ça, et puis ça finit avec là, tu sais, là, vraiment, c'est maximum, encore une semaine, et puis on arrête. Et un jour, le film sort, comme c'est arrivé récemment avec un truc qui s'appelle Le règne animal. Oui. J'ai travaillé dessus il y a 2 ans. Et puis il y a un mois ou deux, il m'appelle en me disant ouais, alors c'est génial, le film a gagné plein d'argent. Félicitations, Sartek. Et non, mais je suis content. La dernière chose que je veux, c'est qu'un film sur lequel j'ai travaillé Oui. ne marche pas. Tu prends pas de royalties, quoi. Donc, Ouais, exactement. Donc je lui dis c'est gentil, il m'appelle. Et puis je sens que la nana, elle tourne autour du pot et puis elle me dit ouais, alors comme c'est génial, on va faire un making-of et on va faire des vidéos, et on va faire des livres avec des images, il y a vos storyboards dedans. Et est-ce que vous voulez bien signer un contrat? Et je dis quoi? Elle me dit ouais, le juridique va vous envoyer un contrat, vous allez le signer, tout ira bien. Je fais attends, c'est quoi ça? Et puis tout de suite ça dégénère. Les mecs ils veulent ce truc à l'américaine, ils ont des partenaires partout, ils veulent les droits comme d'habitude. On va s'accaparer tous vos droits à perpétuité pour faire ce qu'on veut de vos dessins, machin. Vous voulez bien signer? Alors je dis, les mecs, ça fait 2 ans là, on peut pas juste finir sur une bonne atmosphère. Ça s'est bien passé entre nous, on s'aime bien et tout. Eh ben non, ça suffisait pas. Et ils m'ont tous appelés les uns derrière les autres en me faisant du gaslight à l'américaine totale dans le genre. Oui, mais alors, pourquoi? C'est quoi le problème? Et puis, évidemment, à la fin du compte, c'est comme de dire Després, il fait chier, c'est un con. Il ne veut pas signer notre truc. Et ces mecs-là, pour qui il se prend? Mais dans la réalité, c'est que c'est que de l'abus perpétuel. Tous ces gens qui ne veulent qu'une chose, c'est constamment plus. Ça suffit pas d'avoir un blockbuster à la française. Il faut venir vous fouiller dans les poches 2 ans plus tard et tout vous prendre. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le droit de ceci, tout. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, et maintenant c'est moi le con. Voilà. Donc ça, c'est un Super. exemple d'un blockbuster.
On sait jamais qu'on travaille sur un blockbuster. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Ouais, après, bon, il y a des studios qui font en sorte que des films vont sortir. Je vois les derniers Spider-Man où ils mettent 300 millions sur la table pour faire le film. Tout de suite, ils savent que ça va rapporter, quoi. Et en effet, Oui, ça parce qu'ils rapporte. ils ont un budget de 100 millions pour bourriner, Ouais. pour matraquer avec les pubs. Et c'est vrai que c'est comme les élections américaines. Plus il y a d'argent, plus tu gagnes. Plus tu peux faire de pubs, plus les gens, qui sont un troupeau de moutons, Oui. vont dire « Ah, oui, j'ai vu une pub, alors j'y vais ». En fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Non, mais oui, t'as ce truc là, que je trouve très américain quand même sur le profit, toujours le profit, faire encore plus d'argent. Mais partout, Et après. c'est vrai en France. Tu ouais, crois que les boîtes de mais prod bien sûr. qui ont un gros succès, tu crois qu'elles sont là « Oh, on travaille pour l'amour ». C'est ce qu'ils vous disent quand ils engagent Ouais. des gens comme moi. Mais si par malheur vous demandez des sous en disant « Ça va », on dit « Ah non, je l'aime pas Ouais, tu lui. pourrais pas demander des royalties pour un travail. Je peux demander ce que je veux. Ouais, ok. Après, ils vont te dire non. Ils m'en en chier. Oui. C'est quand même dommage. Non, et puis il y a aussi ce truc là sur les budgets Si, américains. tu peux demander des royalties si tu es l'auteur, c'est-à-dire si tu es un scénariste. Là, on rentre dans une discussion sur la différence entre les métiers où on se salit les doigts et les métiers intellectuels. Oui. Si tu es un métier intellectuel, tu as un statut particulier en tant qu'auteur qui fait que, oui, monsieur, vous avez droit à des droits d'auteur. Mais si tu es un storyboarder, que dalle. Oui, t'es plus considéré comme un intermittent du spectacle en fait. À peine. Tu es un ouvrier. T'es un ouvrier. Et en tant qu'ouvrier, tu n'as aucun droit. Tu fais une cession totale sur tes droits et tu peux aller te faire foutre. Et c'est comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont intermittents et qui parlent de ça aussi, ouais, cette fracture qu'il y a en gros. Alors, des fois, c'est légitime parce que des fois, le scénario, c'est une œuvre tellement géniale, tellement bien, tellement complète. Et la vision de l'auteur, comme un George Lucas et des gens comme ça, c'est tellement génial que tu peux pas aller prétendre que tous les gens qui sont venus travailler sont la raison derrière le succès du truc. Mais il y a des fois où c'est l'inverse, où tu as un projet qui vraiment paye pas de mine, et c'est uniquement parce que tu as un génie dans le tas qui amène un style qui est tellement ahurissant, qui fait quelque chose de tellement nouveau que le film est un succès. Mais si ce génie est un dessinateur, c'est dommage. Tant pis pour lui. Parce que c'est quand même le scénariste et le réal et peut-être les acteurs qui vont se taper des droits d'auteur. Oui. Mais Ouais. l'équipe, in the baba. Et alors, c'est d'autant plus drôle que souvent, des films, surtout à la grande époque des années 50, 60, 70, beaucoup de films devaient leur succès à la bande-son, la musique. Si John Williams. Mais Nino Rota. Oui. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec des films dont je connaissais le thème musical alors que j'avais jamais vu le film. Le Grand Blanc avec la chaussure noire, Un homme et une femme. Si tu es en train de siffloter Ouais. le thème... Ennio Morricone, quoi. Oui, exactement, Ennio Morricone ou un thème de Michel Legrand, quelque chose dans la douche, et que tu n'as jamais vu le film, je suis désolé, mais c'est ça la raison du succès. C'est pas l'acteur, c'est pas le réalisateur, c'est pas le scénariste, c'est la musique. Et il y a beaucoup d'instances où je pense que 60% du succès du film ou plus sont vraiment liés à une bande-son. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y a une quarantaine d'années, le cinéma, il vivait par des musiciens extraordinaires. Jamais on les a considérés comme des auteurs à part entière. Et ça n'a aucun sens. Parce que souvent, la musique peut driver un truc. Tu vois. Ah bah, c'est sûr que quand tu as un bon compositeur derrière toi, C'est rare. qui Aujourd'hui, va savoir amener de l'émotion en fait. Que plus tu vas avoir personne dans ne le- paye pour leur donner le confort aux compositeurs. Ah, Aujourd'hui, si, il doit y en avoir 5 qui sont très bien payés et les autres. ouais, on mais s'en même fout, quoi. ça, ils ont un mois ou deux pour sortir une bande son, et en général, ils ont des bandes préenregistrées où ils disent là j'ai un thème, peut-être qu'on fait. Et au final, c'est que de la soupe. Les meilleurs des meilleurs font que de la soupe. Il n'y a pas une bande son qui sort aujourd'hui qui a des mélodies qui sont à la hauteur de ce qu'il y avait il y a 50 ans au cinéma. Mais parce qu'on sort un film aussi beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 50 ans. En tout cas, on ne donne pas l'espace à des gens qui connaissent la mélodie. On s'en fout. On ne paye pas pour ça. On ne paye plus pour des orchestres. Tout est complètement synthétisé. Et il y a très peu de gens qui peuvent s'offrir un orchestre aujourd'hui. Ça se fait plus. Non. Les producteurs ne payent plus pour ça. Ou alors ça se fait, on te refait la bande d'orchestre une fois que le film est sorti et qu'il a bien tourné et on paye un orchestre Ah oui, mais c'est pour trop te tard. faire une bande de C'est film, tu trop vois, tard, et elle on est le plus vend dans en le CD. film. Oui, il y en a qui le font et je sais que ça Oui, mais c'est ça trop peut tard pour le fonctionner. film. Oui, bien sûr. Parce qu'on travaille hors film. Moi, quand je te parle de faire une bande-son d'un film, c'est pas pour dire peut-être que Oui. dans 5 ans, on réenregistrera. Non, l'idée, c'est de donner le meilleur au film pendant qu'on le fait. Quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent 10 ans à faire un album, comment tu peux demander à quelqu'un de faire en 2 mais- mois la musique d'un film qui fait Mais une heure tu as et demie des musiciens qui mettent pas 10 ans à écrire une composition.
Bien sûr. C'est juste qu'une bonne bande-son, ça part d'un principe, c'est un truc que John Williams fait encore, en tout cas faisait encore il n'y a pas si longtemps, c'est que tu prends un thème musical, qui est le thème héroïque, tu prends un thème qui est le thème de ton antagoniste, de ton antagoniste plutôt, et tu as 2 thèmes musicaux, essentiellement, comme dans Star Wars, Ouais. et après tu les déploies. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les 9 notes qui font la thématique. Et ça demande du génie. Et on ne paye plus des génies pour travailler aujourd'hui. Donc ça veut dire que des films où tu as un truc que tu peux fredonner, comme le truc de Star Wars, c'est mort. Plus personne ne fait ça. C'est vrai qu'en le disant, ça fait longtemps que j'ai pas entendu une bande son de film où tu te Ça dis n'existe vraiment- plus. Ça fait Ouais. 30 ans qu'il n'y en a plus. Ouais. Les, Mais tu vois, les tu plus grands, les Hans Zimmer et tous ces gens-là, Mais même ils aujourd'hui. font pas ça. Non, mais font ils pas mettent juste chier. leur nom, hein, parce que ils ont leur société qui fait la Ils musique, sont pas chiés. Plus personne ne le fait. et c'est juste leur nom qui est au générique, mais Mais finalement c'est pour pas eux qui moi, font la musique. la composition, c'est quelque chose qui absolument mérite des droits d'auteur. Et je pense que la photo aussi. Pourquoi est-ce qu'un Oui. chef-op ne touche pas des droits d'auteur sur la photo d'un film? Ça n'a Tout aucun ce qui, sens. ouais, mais tout ce qui attire, tout ce qui a Bah, trait à, c'est à l'image c'est et la au son, patine, ouais. la patine. Mais on paye Mais pas. à tout. Et tu vois, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec des mecs qui sont intermittents du spectacle. Eux, ils ont ce recul de se dire, on a la chance en France d'être intermittent du spectacle. C'est-à-dire que même quand on travaille pas, si on a fait assez d'heures dans l'année, on est quand même payé. C'est une vision, et je comprends qu'on dise que on a de la chance, mais Mais d'un autre côté, c'est vrai que d'un autre côté, le problème d'un muscle assisté, c'est qu'il devient un muscle mou. Et il y a aussi disons, une raison de défendre l'idée que quand on fait du travail pour survivre, du travail affamé, on ne fait pas la même qualité de travail. oui, Quand on en veut, quand on travaille pour survivre, parce que c'est ça ou mourir, je pense qu'on a le feu sacré. tu te donnes plus à fond à ce moment-là. Je dis pas, là je vais me faire massacrer. Tu vois, Non, non, parce mais non, mais t'as plein de gens. moi je vais qui- pas te massacrer, qui- je te qui- jure. Non, mais on sait pas qui. Monsieur. Euh, tu vois, tu as des gens qui sont des syndicalistes et des gens qui sont très investis dans les droits des travailleurs qui vont dire ah non, vous n'allez pas commencer à nous taper sur les doigts alors que l'intermittence du spectacle c'est génial, etc. Moi, je peux te dire un truc, c'est que je connais des gens en France, plein de gens qui sont intermittents du spectacle et qui vraiment prennent l'habitude de ne pas bosser quand ils n'ont pas un travail qui leur tombe tout cuisse devant. Eh ben, c'est pas forcément des gens qui sont sous tension, tu vois, au niveau de la qualité de ce qu'ils produisent. Il y en a, moi, je les engagerais pas, hein, parce qu'ils passent beaucoup de temps à faire l'intermittence. Et des gens qui bossent vraiment, qui sont Je suis passionnés. passionné quoi. Voilà, ils sont pas dans la mentalité intermittence, ils sont dans la mentalité je fais, tu vois. Mais en même temps, c'est pas non plus très sain. C'est-à-dire qu'en fait, le problème Et pour puis, moi, hein, on est dans le un secteur problème des très concurrentiel. institutions qui essayent de trop gestionner la création artistique, c'est qu'ils tuent la création artistique. Le problème des artistes, c'est que ce pas des gens qui sont adaptés au social. C'est des gens qui divorcent tout le temps, c'est des gens qui ne s'occupent pas de leurs gosses, c'est des gens qui sont obsédés par le boulot, c'est des gens qui sont des espèces de clochards de luxe, Ils sont là pour qui l'art. sont quoi. comme des alcooliques, tu vois, ils sont fous. Ils sont alcooliques en général. Voilà, et en tout cas, ils sont invivables. Et c'est précisément ça qui fait que l'énergie qui rentre dans leur art est une énergie vraiment, vraiment spéciale. Le problème, c'est que quand tu institutionnalises l'art, quel qu'il soit, la première chose que tu tues, c'est ça. Tu tues cette qualité extrême parce qu'elle est gênante. Elle trouble tous les gens qui n'arrivent pas à l'atteindre, déjà. Ça fout la honte. Oui. T'imagines s'il n'y avait que des Kubrick et des Fincher sur Terre? Donc, la première chose qu'on fait, c'est Le monde qu'on n'est pas fait pour ça on non les plus. marginalise en disant oui, mais bon, ok, hein, eux, ça va. Et puis, je vous présente mon ami machin, il est très médiocre et vous pouvez faire comme lui tous. Et les gens sont ah, génial. Enfin, quelqu'un à notre niveau. Et d'un seul coup, le cinéma devient vraiment merdique, tu vois. On n'a plus les grands phares qu'on avait à une époque. C'est fou. Hein, Donc d'ailleurs, ça, c'est un danger. c'est hyper concurrentiel comme secteur le cinéma. Tu dis demain, tu vois, moi demain je dis aux gens, je veux me lancer dans le cinéma, on va me dire, bah bonne chance quoi. Vraiment. Mais ça a toujours été concurrentiel. La différence, c'est que c'était concurrentiel principalement pour les stars. Oui. À une certaine époque. Aujourd'hui, Bah, c'est presque plus dur de devenir réalisateur que ça ne l'est de devenir acteur. Ah non mais à tel point aussi mec que ça devient dur d'être chef op parce qu'en fait il y a tellement de gens qui sont qui ont fait une école tu vois l'école Ouais. Louis Lumière ou des trucs comme ça Ouais, ouais. que tu veux être chef Bah, op tout le monde en veut et il n'y a plus personne bah, pour ouais, être... du coup on te paye au SMIC parce qu'au moins sois bien content d'avoir du travail quoi. Bon, après c'est de Bon, alors ça, c'est la réalité du capitalisme. On n'y Oui. peut rien. Mais c'est aussi la réalité de travailler dans
un secteur où tout le monde veut en faire partie. Parce qu'en fait, le problème du cinéma, c'est que c'est vraiment le haut-parleur du 21e siècle et du 20e siècle. Tout le monde en veut parce que qui contrôle la caméra contrôle le discours consensuel. Et tout le monde veut participer au discours. Mm. Tout le monde. Tout le Bien monde veut sûr. prendre le micro. Tout le Tu monde. Ouais, Tout le monde veut la caméra sur lui en train de dire ma vie, mon œuvre, mon opinion et en faire un film. Donc aujourd'hui, non, il y a des gens qui sont stables, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'espace urbain qui se voient automatiquement comme des créateurs de contenu. Et pourquoi pas? c'est une critique. Non. Je me vois pas Mais c'est la technologie qui... Oui. Tu vois, l'omniprésence de ces appareils-là, que moi, Ouais. je ne pouvais pas m'offrir quand j'étais gamin, fait qu'aujourd'hui, on peut concevoir de dire je vais créer ma chaîne, ou je vais faire mon film, ou je vais faire ceci, cela. Et c'est pas un reproche. Ce que je dis juste, c'est que C'est devenu facile, mais tout le monde peut le faire. plus on dilue le truc, moins le truc est bon. Ah, mais oui. C'est normal. En fait, c'est difficile de faire du contenu de qualité. Il y a ce truc-là de. Je me suis dit en me lançant, et j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer. Je veux dire, ça fait 10 ans que j'ai du matos pour le faire, si tu veux. Ouais. Et je le fais jamais. Ouais. Parce que je me dis, avant de faire quelque chose, j'aimerais bien que le contenu soit intéressant. Ouais. Donc là, j'ai fait déjà 2 premières vidéos. Mais déjà, toi, tu vois, tu introduis dans le schmilblick une notion de suis-je assez bon pour être à la hauteur? Tu es déjà dans un pourcentage très restreint de gens qui se posent ces questions-là. La plupart des gens ne veulent pas se poser ces questions-là parce que là, d'un seul coup, tu interfères avec cette démocratie absolue Oui. de l'expression. Tu vois, Tout le monde, parce que on va te dire, tout le monde peut faire une vidéo. Tout le monde peut avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Tu vois, moi, tu vois. je connais dommage. plein de gens en ville, à Paris, à Londres, etc., qui sont des gens très sympathiques, qui disent salut, je me présente, je suis machin, je suis cinéaste, je suis réalisateur. Tu vois, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis après, ils disent ouais, tiens, j'ai un film, est-ce que tu veux, je t'envoie le fichier. Et puis tu mates leur film et tu dis putain, les mecs, mais il n'y a même pas 1% d'effort à faire quelque chose d'intéressant. Mais pourtant, c'est normal pour eux. Ils ont fait un film de 90 minutes, c'est regardable, c'est ni fait ni à faire, c'est dégueulasse. Mais ils en sont fiers parce que. Et t'as intérêt à rien dire, sinon t'es un espèce de connard élitiste. Wow, monsieur Hollywood, là. Et donc tu dis rien. Tu fais putain, c'est bien, merci. Alors, on t'invite à leur soirée, ils te font une projection d'un documentaire qu'ils ont fait avec leur téléphone, tu vois. Et tu t'es tapé 2 heures d'images dégueulasses, de sons pourris et tout. Et tu te dis, mais vraiment, franchement, les mecs, c'est ça. Alors, ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, tu as des gens qui ont toute la technologie nécessaire, tout le talent. Ils savent photographier, ils savent monter, etc., etc. C'est pas pour autant qu'ils ont des choses à dire. Là, ça se complique parce que c'est vachement plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent te faire un film bien léché, mais ils n'ont rien dans le slip, les mecs. Ils font du cinéma pour dire qu'ils font du cinéma. Ils n'ont rien à raconter. Et ça, on n'en parle pas trop, mais avoir des choses à dire, c'est très rare. Le coefficient de gens qui ont des choses à dire n'a pas augmenté ces dernières années. Ce qui augmente, c'est les gens qui font du cinéma, qui font de la création. Mais la plupart d'entre eux n'ont rien à raconter. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que j'ai rien à raconter, donc autant que j'invite quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Mais moi, je ne sais pas si j'ai à raconter. Je peux bavarder, je peux faire du blabla. Mais le Non, mais- vrai test, il est si je présente un projet en disant, voilà, j'ai fait un film, voilà de quoi ça parle. Il s'avère que je viens de faire un film et je sais de quoi il parle. Mais je ne sais pas si je pourrais en faire 20, tu vois. Je ne sais pas si j'ai 20 sujets en moi. Mais ce que je veux dire quand on dit quelque chose à raconter, ce n'est pas un discours politique, c'est la conviction de raconter une histoire en sachant que ce que tu racontes, c'est la chose la plus intéressante que la personne va voir aujourd'hui. J'en suis sûr. Qui va s'en rappeler. C'est vrai qu'on a un peu perdu ce Sinon, ça ne truc-là. sert à rien. Ouais. À quoi bon prendre 2 heures de votre temps pour vous faire subir un truc que vous allez oublier demain? Moi, mon ambition, c'est pas de travailler comme ça. Si je peux pas faire le meilleur film que vous avez vu cette année, ou un des 2 meilleurs films que vous avez vus, j'ai pas envie d'en faire. Mais j'ai un peu ce truc-là, tu sais, du syndrome de l'imposteur, de se dire, il y a tellement de contenu déjà sur Internet, il y a tellement de contenu, dans le sens que en faire plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, moi, je pense qu'il faut pas faire de... plus, J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, dans une carrière, ont fait peut-être 5 films. Tu vois, comme Jacques Tati. Oui, c'est ça. Jacques Tati, il a fait 5 films. Mais c'est tous des merveilles. Même celui qu'il a fait sans argent à la fin. Mais c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il a attendu d'avoir un truc à dire. Et puisque et en plus, t'as le côté hyper humain dans les films de Jacques Tati, le truc très... Ouais, t'es dans le réel, ils sont quoi. ils sont possédés, ces films. Ouais. Ils sont habités. Lui, il devait pas être pas mal. Je sais pas, je l'ai pas connu. Ah, moi non Mais plus, tu mais... regardes L'école des facteurs, c'est extraordinaire. Tu regardes comment ça s'appelle, Jour de fête. C'est extraordinaire. Alors, on dit c'est quoi Jour de fête? Mais tu peux en parler pendant des heures. Après, Les vacances de Monsieur Hulot. Oh,
Les vacances de Monsieur Hulot, mais c'est démentiel, c'est complètement original. Et après, il ramène Hulot avec un sujet comme Mon oncle. Et Mon oncle, c'est encore mieux. Enfin, on peut dire que non, mais ça l'est, quelque part. Et puis après Mon oncle, il dit, OK, maintenant je vais faire Playtime. Et Playtime, c'est la claque ultime. Tu vois, et ça n'arrête pas. Après, il fait Trafic. Alors, Trafic, c'est un peu... tu sens qu'il n'a pas les moyens, mais bon, ça reste magnifique. Mais il n'en a pas fait beaucoup, des films. Et il n'est pas le seul. Finalement, tu regardes des gens comme... Tarantino non plus. Tarantino non plus. Kubrick non plus n'a pas fait beaucoup. Tarantino, tu peux pas dire qu'il a rien à dire. Tarantino, il fait Non, un bien film, sûr. il te prend par la gorge et il te lâche pas. Hein, putain. Ah, c'est clair. Il- Et pendant 3 heures. Hein, Mais moi, je pour les préfère les derniers. cinéastes qui ont des choses à dire. Oui, ou en tout cas qui ont une façon de le dire, quoi. Bah, quelque chose à dire, ça veut dire stop. Arrêtez-vous ouais. tous. Tu t'arrêtes pendant 2 Venez voir mon heures. film. Allez, hop. Et tu vas le voir et tu fais OK, là, d'accord. OK, on a vu quelque chose là. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Enfin, des... Non, mais moi, je Si, pense que mens, c'est des films la, dont on peut parler, c'est il le y en a 15 salut. 000, mais... Le salut, il vient du fait d'accepter on devrait avoir suffisamment de respect pour le public pour ne pas les inviter, pour les faire chier. Oui. Ou pour leur vendre juste un truc parce qu'il faut leur vendre un truc. Tu sais, Il c'est y a comme un un truc mec avec qui dit Marc. regardez, j'ai fait un caca, vous voulez venir aux toilettes avec moi Je vais vous le montrer. Mais c'est vraiment ça, quoi. Bah, tu le prends en photo, tu l'envoies à tout le monde à ce moment-là. Je veux dire, Ben, c'est gratuit. c'est un peu le cinéma d'aujourd'hui. Hein. C'est Oui. Oui. le nouveau caca de Joséphine Trucmuche. Tu parlais des Marvel tout à l'heure. C'est vrai Ouais, que des ouais. Marvel, il y en Tu a. lis un bel article dans le Il y en journal a quand qui même t'explique pléthore, hein. Joséphine, son identité, ce qu'elle croit, ses croyances sur le monde, son film. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu... Comment il y a un film qu'on a vu il y a pas longtemps que j'avais jamais vu qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault que j'ai adoré. Enfin, Je connais pas. c'est un film français. Je suis pas sûr qu'elle avait beaucoup de budget, Colin Serrault. Elle est un peu folle, elle. C'est bien, déjà, ça c'est un plus. Et il y a ce truc dans le film. C'est pro-écolo. Le film se veut pro-écolo parce que en gros c'est une meuf qui vient d'une autre planète parce que elle vient voir comment ça se passe sur la Terre. C'est genre les guides suprêmes, tu vois. Ils sont passés outre toute la technologie et le machin. C'est la réalisatrice de La Crise. La réalisatrice de La Crise, ouais. D'accord. Et, Ça te parle plus. Ouais, et du coup, dans ce film-là, elle débarque sur une planète où pour elle tout le monde est fou. Parce qu'elle débarque Bah oui. dans notre monde à nous, quoi. Bon, ça fait fin des années 90. Donc ça a un peu vieilli, mais pas tant que ça. C'est quand même assez dingue et le film est fou parce que tu sens qu'elle a un truc. Mais des films comme ça, t'en vois pas tous les jours. Non. Je peux dire, rien que cette semaine, j'ai dû regarder 6 ou 7 films. Mais tu vois, ne serait-ce que pouvoir faire Ouais, le je peux t'en pitch d'un parler, film et automatiquement on sent qu'il se passe quelque chose, Oui. c'est exceptionnel aujourd'hui. Mais il y a des milieux dans lesquels on te regarde de haut si tu fais ça. Parce que mais pour qui tu te prends, toi, avec ton film concept, là, ton film de genre, là, à nous emmerder avec ton truc. Tu peux pas nous pitcher un truc normal? Oui, Hein qui va plaire à tout le monde. Ben oui. Ben oui. Quand tu vois ce que fait Netflix, hein. Ouais, c'est ça. Netflix peut produire, je sais pas combien de films par mois, rien que par mois, quoi. Delphine, 26 ans, et Agnès se retrouvent sur l'île de Ré, redécouvrent l'ennui du quotidien à deux. C'est 80% des films français, ça, non? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le CNC est là, j'achète. Ah oui, c'est bon, ça va plaire. Je sais pas. Je sais pas. Tu parlais l'autre jour de l'intelligence artificielle dans ce milieu-là, qu'est le cinéma ou le dessin, qui est en train d'arriver Ouais. d'une façon un peu abrupte. Tout le monde a un peu peur, tu vois, c'est ce truc, la machine qui va remplacer l'homme. C'est difficile d'en parler parce qu'on peut vite tomber dans l'embarras de dire des conneries parce que personne ne sait vraiment où ça va. Tu sais, c'est comme de dire l'énergie nucléaire arrive, Non, mais- que va-t-il se passer? On ne sait rien. C'est un Mais- discours qui existe depuis les années 30, en fait. Ce truc-là. Ouais, La mais machine va remplacer l'homme. C'est pas nouveau que les gens aient peur à chaque fois qu'une technologie nouvelle débarque. Maintenant, ici, le problème, c'est que, pour dire ce qui veut vraiment flipper les photographes et les artistes, c'est que tu as plein de gens qui n'ont aucun talent ni de photographe ni d'artiste qui peuvent leur passer devant. Alors que ces gens-là se disent photographes ou artistes, elles le sont pas forcément. Pour moi, un vrai Bah- artiste, il a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle parce qu'elle va pas avoir d'âme. Tu sais, il y a pas d'erreur dans l'intelligence Moi, ce que artificielle. je pense, c'est que si Y quelqu'un a pas te de dit vide. l'intelligence artificielle va me piquer mon job, tu viens de te dénoncer comme un type qui a un job. Et si tu as un job, tu n'es pas un artiste. Oui. De Voilà. manière générale, même si tu te dis demain,
mon travail peut être remplacé par une intelligence artificielle, Bah, remet en question ton la façon travail. dont tu fais ton travail. Bah oui, si un algorithme peut te piquer le pain de la bouche, il y a peut-être un problème avec ton niveau de compétence. Et là, on arrive à l'informatique et non pas l'intelligence artificielle. Le problème que je vois déjà, c'est qu'il y a 30 ans, 35 ans, quand l'informatique a débarqué dans nos métiers, euh, moi je connaissais, parce que j'avais des mentors dans l'industrie qui étaient des gens qui avaient déjà 50, 60 ans à l'époque, et qui sont les gens qui m'ont amené dans le métier en me montrant un peu leur technique. Donc il y a de la transmission à la base. Ces gens-là commençaient à perdre tout leur boulot parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter à Photoshop, Maya. Je connaissais un animateur, Ray Da Silva, à New York, qui était un mec qui m'a vraiment aidé à rentrer dans la publicité. Et c'est un artiste très talentueux. Il avait animé une séquence du film Métal Hurlant dans les années 80, la séquence du chauffeur de taxi, qui a beaucoup de succès, tu vois. C'est lui l'animateur principal. Euh, un mec qui avait un talent fou, un mec d'une gentillesse incroyable. Et je me souviens qu'il avait plus de boulot dans les années 90. Il m'avait appelé en me disant, parce que je travaillais pour Brad Bird, qui est un animateur. Oui, oui. Et il me disait, est-ce que tu peux montrer mon dossier, ma bande démo, et demander un compte-rendu de sa part vraiment honnête. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à jour. Et je me souviens que Brad Bird avait vraiment très gentiment regardé sa bande démo, avait fait un compte-rendu précis sur des zones d'amélioration potentielles. Mais une grosse partie du problème, c'est que beaucoup d'animateurs de l'époque, déjà, étaient passés à la synthèse et passaient à Maya, etc. Donc ça, c'est arrivé il y a 30 ans. Moi, j'ai vu cette vague de gens qui avaient œuvré pendant des années, qui d'un seul coup perdaient leur boulot du jour au lendemain, et des jeunes venaient et les remplaçaient avec des technologies qui leur permettaient à eux de pallier à des faiblesses extrêmes, parce que tous ces grands illustrateurs des années 60-70 avaient un talent au bout des doigts que la génération suivante n'avait pas. Mais venait Photoshop avec toutes ces gruges pour permettre à toute une génération de gens qui avaient beaucoup moins de talent d'en mettre plein les yeux au studio et d'apporter leurs dessins de concept, etc., leurs animations, leurs trucs, en utilisant la technologie de 2 ou 3 programmes pour pallier à leurs lacunes. Donc déjà, il y avait une supercherie qui s'introduisait. Mais personne ne l'admettait. Tout le monde disait, oui, mais maintenant, je suis un artiste numérique. Et tous ces gens-là qui bossent depuis 30 ans, qui ont remplacé la génération précédente en utilisant Photoshop, Painter, Maya, Blender pour pallier à leurs lacunes, d'un seul coup se retrouvent tout nus devant les caméras avec l'intelligence artificielle qui débarque et qui dit « Cassez-vous les mecs ». Je peux faire pareil. Merci de nous avoir Plus vite. enseigné tous les trucs avec votre historique. On n'a plus besoin de vous. Donc, qui sont les gens qui se plaignent aujourd'hui le plus de l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ne sont-ce pas les gens qui ont expulsé la génération précédente? Est-ce qu'on en parle? Oui, mais non, mais c'est toujours, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer. Et ce que je vois, moi, c'est que ceux qui... Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, je crois que les traditionnels qui sont encore au crayon, à l'encre de Chine et tout ça, ils regardent le truc en disant... De toute façon, ils s'en foutent parce que ça fait 30 ans que tu gagnes pas ta vie à faire de l'encre de Chine. Ça fait 30 ans que tout le monde est amoureux du dessin informatique. Si tu es un dessinateur traditionnel, t'en chies depuis 30 ans. Donc, à la limite, tu vas pas en chier plus parce que l'intelligence artificielle est là. Tu sais ce que c'est de crever la dalle avec tes beaux dessins et tes machins. Donc, je sais pas, moi, je sais pas quoi penser de tout ça. Je me dis que je trouve que c'est effectivement malhonnête que tu aies des gens qui n'ont aucune aptitude, qui peuvent faire un prompt, sortir 50 images et les vendre et te passer devant. Oui. Mais en même temps, si on parle de tous les gens qui me passent devant, moi je paye des impôts aux États-Unis, je suis désolé, mais tous mes impôts partent à balancer des bombes sur Gaza, donc qu'est-ce que tu veux? On en parle? Parce que Si tu gagnais plus, tu donnerais plus ben, d'argent. non, mais il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que on se fait tous passer devant. Qui qu'on soit. Je veux dire, juste parce qu'on est tous au dessin traditionnel, tu crois qu'il y a moins de compétition entre artistes? Tu crois qu'on n'est pas 50 à prospecter pour un boulot quand Ridley Scott dit je veux un storyboarder? Si moi je me retrouve dans ce rôle-là, c'est que je suis passé devant un nombre incalculable de personnes. Oui, c'est pas lui qui t'appelle pour te Et dire. c'est pas l'intelligence artificielle, mais non. c'est la même chose. Si Après, quelqu'un, lui, si il est, quelqu'un dit j'ai plus de boulot parce que je suis dépassé par des gens meilleurs que moi, c'est le marché. Moi, je pense qu'on se fait un faux. On s'est monté tout un truc sur l'intelligence artificielle. Faut pas oublier quand même qu'on arrive sur la fin des énergies fossiles.
hein, aujourd'hui, en Ouais. 2024, on peut le dire, on commence à arriver sur la fin des énergies fossiles, que tous ces trucs-là ne tournent qu'à l'énergie fossile. Mhm. Je veux dire, t'enlèves le pétrole, t'enlèves l'uranium, t'enlèves tout ça, l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. Je suis d'accord. Alors que toi, tu vois, par exemple, ton travail pourra toujours exister. Oui, mais si les énergies fossiles cessent d'exister, il y a toute une infrastructure dont je dépends pour faire mon travail qui va on disparaître aura d'autres aussi. problèmes. On sera tous avec des gourdins et Oui, on va avoir d'autres problèmes. voilà. Il fera pas bon être petit et faible. Donc ça va, tu es plus... Bah, moi, je serais une carcasse très rapidement. Je me ferais détruire par des prédateurs. Mais disons que je pense qu'on vit dans un écosystème qui est très fragile au niveau de l'industrie. Ah Tu as mais- raison. Mais en même temps, le pire problème, c'est jamais la technologie. C'est le goût de merde d'un public qui prend des vessies pour des lanternes et qui est très content de le faire. Je veux dire, si l'intelligence artificielle est réellement inférieure à la qualité des productions artistiques, pourquoi est-ce que les gens ne continuent pas à acheter des vrais dessins, des vraies images? Bah parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils trouvent ça très, très ludique de voir des blondes aux gros seins animés, animés par des programmes Tu connais le d'intelligence. film Idiocratie? Oui, Bah, on y est. On y arrive en tout cas. On y est, ouais. On avance. Mais je veux pas faire. Tu vois, j'ai 27 ans, j'ai pas envie de faire le vieux con déjà ou d'être trop fataliste. Écoute, j'ai regardé un peu comment fonctionne Midjourney et je trouve ça très impressionnant. Je trouve ça très impressionnant. Alors, est-ce que je l'utilise, moi, pour faire du faux dessin? Non, pas du tout. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'avais besoin d'un angle de caméra très compliqué et je n'avais pas de référence photographique. Donc, j'ai fait un prompt pour voir si ça marchait et j'ai reçu une image qui je me suis dit, c'est chouette. Donc là, je pouvais dessiner ce que je voulais avec un exemple. Ok. Donc, c'était une référence. C'est un peu comme utiliser Google Images, mais sur mesure. Mais c'est vrai que c'est assez cool. Et alors, ça marche une fois sur deux, mais une autre fois, je voulais voir un type d'éclairage. Alors, j'ai écrit un truc rigolo pour voir ce que ça me donnait. Et ça m'a donné deux lumières, un petit peu, deux composantes complémentaires que j'aimais bien. Et ça m'a donné un modèle d'éclairage que je trouvais sympa. Et hop, c'est reparti sur le dessin. Mais c'est parce que je sais dessiner. Donc, moi, je ne me sens pas obligé de faire un dessin par une machine. Maintenant, c'est clair que quelqu'un qui n'a pas envie de se faire chier va dire hop. Mais le problème que j'ai, moi, c'est que j'aimerais savoir pourquoi tous ces dessinateurs informatiques sont les premiers à se plaindre que le système leur vole, tu vois, les pilles, etc. Parce que On nous vole notre travail. votre travail, c'est quoi? Vous utilisez combien de modèles que vous avez achetés pour faire des escaliers en colimaçon et des chaises et des bâtiments? Les mecs, ils sont allés sur je sais pas quel site. Ils n'arrêtent pas de pomper des modèles 3D et d'utiliser ça pour faire leurs illustrations. Et on en parle de ça? Parce que ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Voire de l'intelligence humaine qui est. C'est juste qu'elle réutilisée. prenait plus longtemps que Midjourney, tu vois. Mais donc, je sais pas, tu vois. Il y a un truc qui me gêne dans cette espèce de mouvement de gueux, tu vois, qui sont énervés, ils sont là, à bas. Avec des fourches et des torches. Et je les comprends et puis je les comprends pas parce que ils râlent contre qui d'abord? Ils s'imaginent quoi? Que Silicon Valley va arrêter de. Oui. Non, je pense il va y avoir une table rase. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui vont tomber, qui vont plus pouvoir bosser. Et peut-être que c'est bien. Peut-être qu'en fait, finalement, on avait besoin de dégager un peu tout ce foutoir de créateurs, entre guillemets, qui sont vraiment pas très intéressants, finalement. Et Chacun puis en ça, place. ça tourne. Et puis, tu vois un peu l'homogénéité des dessinateurs informatiques. Tout le monde se ressemble et ils sont là en train de dire « On me vole mon travail !» Et puis j'attends celui d'à côté qui va dire « Ah non, c'est mon travail qu'on vole. Ah bah non, c'est le mien. Toi, tu m'as volé moi. » Tu vois. Et ils se ressemblent tous. Tu vois les dessinateurs de concept dans les bouquins là, de Ouais. Marvel. Tu arrives à différencier l'un de l'autre? Non. Donc, qui vole quoi? De quoi on parle? Ils Je se vais vo- me faire des potes là. Non, mais dans tous les cas, on en a parlé il y a pas longtemps, c'est très difficile de créer quelque chose. C'est très dur. Moi, D'imaginer quelque l'autre chose jour, de il nouveau. y a quelqu'un On refait en toujours ligne, quelque je chose sais qui plus où, existe. qui m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit. Toi, ton style, c'est du Mobius à 3 balles, tu vois. C'est du Ok, mais j'accepte. La différence, c'est que je suis pas en train de vendre mes dessins en bande dessinée comme un auteur original. Tu l'as connu, Mobius? Ouais, je l'ai connu, ouais. Très très bien. J'ai travaillé avec lui pendant des années. Ouais. Il était sympa. Très sympa. Bon bah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
Mobius, c'est un original. Moi, j'ai pas l'originalité, mais en même temps, je me positionne pas comme un auteur. Moi, je suis un dessinateur de l'ombre. Je travaille pour le cinéma. J'ai fait des croquis de présentation qui sont même pas destinés à la publication, finalement. Donc, je suis Mhm. pas en train de me positionner comme un truc original dans le dessin. Ça n'a jamais été mon ambition. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire un livre, à sortir un. C'est parce que On t'a proposé, tu on t'es m'a dit, allez. proposé et la proposition qu'on m'a faite n'était pas très séduisante. Parce que le type qui me proposait de le faire, c'est une grosse boîte anglaise, me disait ouais, on va faire un truc, on va mettre la planète des singes, on va mettre Tim Burton, on va lui demander de faire un texte, et puis on va demander à tel de faire un texte, et on va mettre Gladiator sur la couverture, et Genève va faire ceci. Et puis je me suis dit mais ça va pas être mon bouquin ça. Je vais encore me faire encore une fois, Tu je vas vais te me faire faire voler la vedette. quoi. écraser Ouais. par des noms connus. Et en fait, l'édition, c'est toujours comme ça. Et j'ai eu l'idée soudain, je me suis dit, tu sais quoi, si je fais un livre, je vais mettre tous mes dessins et il n'y aura pas les titres des films. Non mais j'ai vu, hein, j'ai feuilleté un peu tout le livre et c'est vrai que On va t'as pas ce mettre des truc-là. titres de films, on va juste mettre des dessins. Comme ça, c'est ma façon de voir ce que ça fait de présenter mon travail sans me cacher derrière la célébrité des noms connus qui font que jusqu'à maintenant, les gens s'intéressent à ce que je fais, mais c'est pas moi ce qui les intéresse, c'est... Pardon. Oui, il a Regarde. dessiné pour. Ouais, c'est ça. C'est pour. Alors, je montrais mon dossier, les gens disaient, et ce dessin-là, c'est pourquoi? Alors, si je disais, c'est pour Tim Burton, ils disaient là, waouh, waouh. Tu peux leur dire n'importe génial. quoi, remarque. Alors, je me suis mis à mentir. Par exemple, je leur montrais un dessin fait pour un film très célèbre, je disais, ça, c'est un travail perso. Et ils étaient là, ah, ok. Et puis après, je leur montrais un truc et je disais, ça, c'est une recherche de Gladiator. Ils disaient, ouais. Et puis, en fait, c'était faux, tu vois. Oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait un truc sur lequel je pouvais jouer. Alors, je me suis dit, c'est marrant, si je fais un bouquin, je vais mélanger les cartes un petit peu, et puis on va juste publier des dessins sans écrire ce que c'est, et on verra si ça plaît ou non. Mais au moins, j'aurai la satisfaction de savoir que les gens regardent le dessin. Ok. Et c'était ça l'idée. Donc je me suis dit, ça vaut le coup. Là. Comme Non, ça ça vaut le m'intéresse. Pareil, réaliser un film, c'était un rêve. Alors, réaliser un film, c'est réaliser, ça veut... J'ai jamais vu ça comme ça. Moi, quand j'étais petit, je faisais des films déjà. J'avais une caméra Super 8. Ah, t'avais une Super 8, ok. Bah oui, je bossais, j'ai filmé beaucoup de choses. Et j'aimais faire des films. Et puis après, il y a eu un changement technologique qui est que le Super 8, on ne pouvait plus le développer d'un seul coup. Une vidéo pourrie a remplacé le Super 8. Et si tu t'intéressais à la photo, tu étais mort parce qu'il n'y avait plus de belles photos à faire avec des caméras pendant 30 ans. On a mis jusqu'en 2010 avant de commencer à avoir des caméras accessibles qui faisaient de la HD. Avant ça, c'était la merde. Je sais parce que je regardais de près et de loin pour voir si ça changeait et ça changeait pas. Donc moi, j'ai un peu laissé tomber les courts-métrages d'amateurs, tu vois. Et puis je suis rentré dans la vie professionnelle et je me suis retrouvé en tant que storyboarder en pub, en cinéma, etc. Mais je voulais toujours rentrer dans le rôle de réalisateur, mais ça coûte cher de faire un film. Et si personne te laisse prendre les commandes d'un film, tu n'en fais pas, à moins d'être riche et d'avoir beaucoup d'argent pour financer tes films. Et donc, j'avais pas ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, il y a presque 25 ans, j'ai eu une idée de faire un documentaire, un peu plus ou moins, sur un groupe de musique inconnu. Et cette idée m'a trotté dans la tête pendant des années et j'ai toujours pensé que j'y arriverais jamais, que c'était infaisable parce que c'était un groupe inconnu, que j'avais pas d'argent, j'étais pas connu, j'avais pas de... Je me suis dit, ça peut... la seule façon que ça pouvait arriver, un truc pareil, c'est si je gagnais à la loterie ou que je devenais un réalisateur très connu et que je dise, je prends une année sabbatique pour aller faire un film sur ce groupe et vous pouvez pas m'empêcher. Tu vois. Edgar Wright l'a fait. Hein? Edgar Wright oui, l'a parce fait. qu'il peut. Mais moi, mais je pouvais pas. Donc je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Et puis, il y a 4 ans, 5 ans, les mecs ont publié un truc sur Facebook. Ils sont sortis de la pénombre. Ouais. Ils ont dit, on se reforme, on va partir en concert et tout. J'ai pris l'avion tout de suite, j'y suis allé. Et j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, c'est pour moi. Je suis allé les voir et j'ai dit, je veux faire un film. J'avais pas un sou. Bon, j'avais pas un sou. Je suis allé avec ma carte American Express et je me suis endetté du prix du vol et des chambres d'hôtel là où je suis allé. Mais ils ont dit d'accord. Et donc, après, j'ai creusé. Je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à prendre beaucoup de mon propre argent. Tu bricoles, j'ai repris du boulot. J'ai commencé à tourner. En fait, j'ai tourné en petite... Tu sais, pour faire un film, en général, tu tournes sur un délai fixe dans le temps. Tu dis, voilà, on a 30 jours de tournage. Ou je sais pas combien de jours pour un documentaire.
Ouais, 45. 30, entre 45, c'est pas mal. 30 et 45 jours, je crois, c'est un peu ce qui se fait le plus. Ouais. Eh ben, écoute, moi, j'ai réussi à faire mes 40 jours de tournage. Mais je les ai faits sur 4-5 ans. Ouais, ok, oui. Mais quand même. Tu vois, il y a ce truc-là, je vais paraphraser, c'est peut-être bête, hein, je vais paraphraser le film Ratatouille. Parce que dans Ratatouille, à un moment, il dit tout le monde peut cuisiner. Ouais. Et en fait, non, tout le monde, c'est pas vrai, tout le monde peut pas cuisiner. Tout le monde peut faire à manger, mais devenir un bon cuisinier, c'est compliqué. Et ben, c'est un peu pareil avec la réalisation. Aujourd'hui, n'importe qui peut filmer. Enfin, je veux dire, là, avec un téléphone, avec un téléphone que tu utilises tous les jours, t'as quand même une caméra quasiment 4K. Ouais. Enfin, t'as une caméra 4K d'ailleurs, on peut le dire, dans la poche. Oui, tu peux, ouais. Tu peux faire des plans avec ton téléphone. Ça fait pas de toi un réalisateur. Tu vois. Ça dépend de ce que tu considères un réalisateur. Si tu baisses la barre, tu peux dire si, parce que j'ai une nouvelle définition du réalisateur. L'histoire de l'art au XXe siècle, ça a consisté à baisser la barre dans plein de domaines pour moi, dire... c'est pour ça qu'on a créé le nom créateur de contenu. Oui. Tu vois, c'est ça un créateur de contenu. Oui, mais tu as quand même des gens, moi j'ai des potes, je te dis, ils nous invitent à des premières pour dire venez voir le film que je viens de faire. Et ils font ça sans gêne. Hein. Je crois que l'art pour ces gens-là, c'est le sans gêne. C'est la qualité numéro 1. C'est l'absence totale de honte. Mais notre société est comme ça un peu. Oui, mais il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Et pour peu que tu reçoives une palme à Cannes, c'est parti, tu vois. C'est pas... Ouais. Bah, oui. Le prix, l'avis du public ou Mais non, mais tout est permis. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était intéressant parce que si j'avais pu faire ce truc-là il y a 25 ans, j'aurais pas été à la hauteur. J'ai appris beaucoup de choses depuis. Et aujourd'hui, je peux faire ce film et le faire bien. Et je peux le faire bien parce que j'arrive à un âge où j'ai acquis suffisamment de connaissances pour dire je sais comment je vais le faire et avoir confiance que je ne mets pas le groupe en danger. Tu vois, je ne vais pas les humilier, les embarrasser. Et puis, je sais rassembler une équipe. Finalement, qu'est-ce que j'ai appris en toutes ces années dans le cinéma ? J'ai appris que pour faire un truc, il faut le faire bien. Il faut casquer pour payer une bonne équipe. Il ne faut pas lésiner sur la photo, il ne faut pas lésiner sur le son. Il faut avoir un plan de travail précis, il faut être très organisé. Il faut essayer d'avoir une vue long terme, de manière à ce que tous les plans s'harmonisent. Il faut avoir un fil conducteur. Et puis, il faut y aller avec une obstination pour obtenir le meilleur dans le moment, etc. Bon, on peut mettre des années à apprendre à faire ça. Mais je ne regrette pas, parce qu'au moins, je regarde mes rushs et j'ai de quoi choisir. Au lieu de dire « Ah, j'aurais dû faire ça. » Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi, tu vois. Ça fait 10 ans que j'ai envie de faire de la vidéo. Ouais, c'est bien. Et je ne l'ai jamais fait avant. T'as attendu d'être prêt. Mais en plus d'attendre d'être prêt, j'ai l'impression que si je m'étais lancé trop tôt, j'aurais fait quelque chose de moins qualitatif. Parce que j'aurais été plus dans la recherche de célébrité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis pas du tout. Alors ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est ça. Tant que t'es hanté par le m'as-tu vu et tous ces trucs-là, tu peux pas penser librement. Moi, ce que j'aime dans le film que je fais en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun prestige à faire un documentaire. Libéré. Tu vois, je suis pas dans la course. Et un documentaire, c'est pas sexy, ça veut pas bander. Tu t'es pas dit, tiens, je vais refaire un Dune. Je fais un documentaire, peut-être que j'aurai un Oscar, tu vois. C'est pas du tout ça. Tu peux pas. Ça n'a aucun sens. Tu fais un documentaire sur un truc inconnu, dans l'espoir de faire un truc de qualité qui te plaît, parce que c'est ton truc, c'est vraiment ce que tu poursuis là en ce moment, c'est ton truc. Tu vois, moi, ça a été tout ce cheminement qui a eu lieu. Et mais c'est une maturité, parce que quelque part, ça veut dire virer tout le bordel que la société nous met sur le dos, pour revenir à l'essentiel de qu'est-ce que c'est que d'avoir un truc à dire et de faire un film. Sans le... J'ai peut-être moins de prétention que ça, tu vois, mais... Non, mais sans le fardeau de dire qu'en dira-t-on, est-ce que c'est à la hauteur, est-ce que mes potes qui sont scénaristes, ils vont apprécier c'est faire pour faire. On s'en fout. Moi, tu vois, quand tu es vraiment dans ton truc, déjà, le premier truc que tu découvres, c'est qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Tu es la bonne personne parce que personne d'autre n'aurait pensé à faire ça. Donc ça, c'est déjà... Tu vois, il n'y a pas de compétition. T'as jamais fait ça avec quelqu'un d'autre ? Non. Bon, bah super. Je suis le premier. J'ai un truc très bête. Je sais pas si tu connais la BD Francis Le Blaireau. Je connais de nom. Je lis pas de BD, moi, en fait. Claire Bouillac qui fait ça. C'est des strips dans Fluide Glacial. D'accord. Et avec Francis. Ça me dit quelque chose. C'est des dessins au pinceau. Non, c'est du classique. Je vais te montrer, mais en fait, il y a 2 ans, elle est venue au festival BD à Saint-Brieuc, tu vois. Et je lui ai dit, on parlait tatouage, etc. Je fais, j'aimerais bien me faire tatouer Francis Le Blaireau. Elle m'a dit, bah vas-y, pas de soucis, si tu veux, je te fais un dessin, je te l'envoie, tu le files à ton tatoueur. Je lui ai dit, non, Claire. Je veux que tu le fasses. Je veux que toi, tu me tatoues Francis. Elle t'a tatoué ? Elle m'a regardé, elle fait, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais elle a dit, ok, d'accord, mais pas là maintenant, mais l'année prochaine, je reviens et je te le fais.
Et du coup, elle a pas menti. Donc, j'ai Putain, Francis Le Blaireau mais attends, tatoué là, ah ben, en plus je reconnais Francis Le Blaireau, je l'ai vu. C'est elle qui a fait ça? par Claire Bouillac. Quoi. Ouais, c'est elle qui a fait ça. Ah Coachée par une ouais. pote à nous qui est tatoueuse. Alors ça c'est exceptionnel. Un tatoueur par Tu vois l'artiste. Tatoué par l'artiste. Mais en fait, je voulais vraiment que ce soit elle, parce que n'importe qui peut se faire tatouer Francis Le Blaireau. Oui, mais pas par l'artiste. Ou n'importe qui peut t'interviewer. D'accord. Mais n'importe qui ne peut pas ne pas t'interviewer, tu vois. Moi, j'aimerais bien tatouer du Alipa. Voilà, je l'ai dit. Ah ouais. Si un jour j'ai son numéro, pas de problème. Du Alipa. Je vais tatouer du Alipa. Ça fait combien de temps là? On est à 1h01. Bon, bah. On a même pas gratté la surface. Mais c'est clair. Bah ouais. Moi, j'ai des questions. Après, on peut faire un épisode Moi, à Paris. Non. Semaine, Mais je les vois qui rôdent, ça veut dire bon les mecs. Hein, Non, moi je voulais. Moi je me. Il y a une question, je voulais finir sur une question quand même. Enfin, sur une Mais question. oui, vas-y. Sur un thème. Il y a plein de trucs à dire. On n'a même pas parlé ni du début ni de la fin. Non, Là, on mais est arrivé au bien sûr. milieu. Hein. Mais il n'y a pas de problème, on pourra le faire, on pourra le refaire D'accord. avec plaisir. Moi, j'avais pas envie de t'ennuyer avec une. Je suis pas ennuyé. J'ai non, l'air mais- ennuyé. Mais non, avec une interview classique, tu vas te poser les questions qu'on te pose tout le temps. Non, mais c'est bien. On a une discussion à bâton rompu sur Ouais, plein de je trucs. préfère ce côté-là, un Je peu suis d'accord. podcast. Moi, je suis content. J'ai casé mes 2 films préférés. Ouais. Et non, je me suis. Parce qu'on peut parler de ton travail pendant des heures, mais tu veux faire quoi quand tu travailleras Quand tu plus seras grand. Est-ce qu'un jour tu vas arrêter? Ouais, déjà. Qu'est-ce que tu. Quand je travaillerai plus, Est-ce que tu imagines ne plus j'aimerais travailler avoir déjà une maison, mais je vais pas te dire où, on sait jamais, parce que si je l'ai, le FBI est en train de regarder cette vidéo dans 10 ans, tu vois, Ouais. et de se dire, ah, c'est comme ça qu'on le retrouve. Mais j'ai une vision très précise de là où j'aimerais avoir une maison, au bord de l'eau, si possible, sur une falaise ou un truc comme ça, et une propriété suffisamment grande pour pas voir la gueule des gens qui passent dans la rue au loin, Ouais. et pour pas entendre mes voisins. On a un peu ce truc-là, nous aussi. Mais moi, c'est mon rêve. C'est vraiment une maison. Peut-être un chien ou 2, ou un chien et un chat, et puis des poules. Mais pas de gens aux alentours. Tu penses qu'un jour tu arrêteras de travailler? Ah oui, j'en suis capable. Mais ça dépend ce que tu appelles travailler. Moi, dans mon monde idéal, j'ai assez d'argent pour ne pas avoir à travailler, c'est-à-dire œuvrer pour les autres. Mais j'aurais peut-être des projets à n'en plus finir, tu vois. Mais j'aimerais bien, par exemple, avoir assez d'argent pour vivre au bord de la mer, être tranquille, avoir la nourriture dans mon frigo, sans me préoccuper de Ce qui n'est pas forcément évident quand t'es un artiste. réparer, Hein, parce que... réparer le toit. Mais non, c'est impossible. Avoir assez d'argent pour réparer le toit, etc. Tu vois. Et puis en même temps, Ça mettre prend de le faire l'essence toi-même. dans le 4x4, et puis aller faire de la pêche ou je sais pas quoi. Et puis installer un truc d'enregistrement quelque part dans la maison et commencer à sérieusement jouer de la guitare, tranquille. Pas pour faire un album, mais vraiment pour explorer le son, sans limite, sans... Et je pense que je pourrais vraiment me livrer à la musique à 100%. Si j'avais de l'argent et que c'était pas un problème de gagner ma vie et que j'avais pas à travailler. Je ferais ça. C'est inévitable. Si je pouvais vraiment me l'offrir, je deviendrais un musicien de salon, tu vois, tranquille. Dans l'anonymat, sans objectif, sans agenda. Juste pour le plaisir de pour la voir, musique. Pour voir où ça va quand tu n'as Mhm. pas le désir d'appliquer ton outil vers le besoin de gagner de l'argent ou de plaire à quelqu'un. Ça, c'est un peu, c'est un peu le rêve de. Ben oui. Peut-être du tout un chacun, mais je suis même pas sûr que ce soit le rêve du tout un chacun. Mais ce truc de pouvoir explorer des trucs que nous, le commun des mortels, on peut pas explorer. Le fait de vouloir plaire, que ce soit une compagnie de disques ou une chaîne de télé ou quelqu'un ou quelque chose, ça te met immédiatement dans un état de mendiant, tu vois. C'est aimez-moi, aimez ce que je vous prête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit 90 minutes ou 37 minutes. Est-ce que vous voulez une bande magnétique ou un fichier FLAC? Dites-moi quoi faire pour vous plaire, bordel, tu vois. C'est cette attitude-là qui me gêne. Ouais. Et j'ai passé ma vie à faire ça. J'en ai marre. Même en faisant un film en ce moment, j'ai ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire 90 minutes? Est-ce que je peux aller jusqu'à 2 heures? Vous me permettez? Non, mais il y a toujours ce côté-là, C'est tu toujours vois. demander à- Et les gens sont là. Alors, ton film, c'est quoi? C'est quel démographique? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde pour que vous m'aimiez? Tu vois? Et il y a un moment donné, tu dis vraiment, on va faire ça jusqu'à la fin. Et au bout d'un moment, la maturité te fait dire non. Un jour, t'arrêtes. Un jour, j'arrête. Je vais faire un truc et c'est moi qui le fais. Et vous n'allez pas me faire chier. Je vais mettre ce que je veux dedans et je vais le présenter. On va voir. Mais je ne vais pas demander de permission.
Bon, alors, là, j'y suis pas encore, parce que même dans le processus dans lequel je suis, je vais devoir me plier à une certaine quantité d'autorité. Il va y avoir des histoires de droits musicaux, il va y avoir une histoire de longueur. T'embauches des gens pour le faire. Bah, tu sais, un Un festival, il va te juriste, dire ah non, on prend pas un film en dessous de telle durée ou au-delà de telle durée. Donc déjà, tu as des contraintes. Ok, ça j'accepte. Mais il y a un moment donné où tu passes le cap et tu vas dans quelque chose où tu te dis j'aimerais voir ce qui se passe si je prends un instrument de musique, un deuxième instrument, un troisième instrument, ou une caméra, quelque chose, et qu'il n'y a pas de format. C'est la première question qu'on m'a posée quand j'ai dit j'ai envie de faire un film sur ce groupe. Il y a des gens qui bossaient avec Arte qui m'ont dit c'est quoi, c'est un 37 minutes ou un 48 minutes ou un 25 minutes Et j'ai fait merde. Et puis après, j'ai parlé à un type de la BBC. Il me dit vous pouvez pas faire en sorte que ça parle de David Bowie Et j'ai fait merde. Et grâce à eux, j'ai décidé de produire le truc moi-même. Oui, ben je comprends. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Parce qu'en plus, les musiciens avec lesquels je bosse, ils sont vieux. Ils sont vieux, ils ont 75 ans. Mais c'est vieux quand tu fais un film. Tu sais jamais à quel moment ils vont dire là, je suis hospitalisé, j'ai un petit problème. Il y en a un qui peut mourir pendant le... Et c'est arrivé. Oui, Donc, heureusement, je m'y suis pris tôt et que j'ai filmé tout ce qu'il me fallait avant. Et j'ai bien vu que s'il fallait que je dépose des dossiers avec tous les organismes qui donnent des sous aux gens qui n'en méritent pas, j'étais parti pour un circuit où j'allais jamais faire le film. C'est clair. Heureusement, j'ai pas attendu parce que la pandémie est arrivée juste derrière. Paf. Et donc tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, la maturité, c'est aussi dire voilà ce que j'ai en tête, voilà ce que je vais faire. C'est pas une question, c'est pas une proposition, c'est pas une offre. C'est voilà ce que je fais. C'est tout. Et une fois que tout ça sera fini, tu pourras te prélasser. J'en sais dans ton rien. jardin. Je doute que j'aurai l'argent pour d'avoir un jour la maison que je souhaite avoir et la liberté que je souhaite. Vraiment, j'en doute. Je me dis que vu la tournure des choses, j'ai du mal à concevoir un scénario par lequel c'est possible. C'est tellement plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est vrai que si t'avais... Fallait acheter il y a 30 ans, quoi, une petite maison. J'avais sur pas la côte. l'argent il y a 30 ans. J'ai jamais eu l'argent. Mais non, mais J'ai jamais eu c'est l'argent. un truc d'artiste, ça, de pas avoir d'argent. J'ai jamais eu l'argent mais en plus, on te prête rien. J'ai essayé d'acheter une maison il y a des années, mais la banque, elle voulait pas de moi. J'étais pas une valeur sûre. Et j'ai jamais été dans une situation où je peux envisager sérieusement. Quand j'avais 20 ans, je pouvais dire un jour je serai riche. Mais là, je peux plus. Je peux pas me mentir à ce point-là. Je vois bien que je serai pas riche. J'ai pas l'impression que c'est dans mon destin. Moi, je continue de me le dire. Hein. Mais je sais que ça J'aime arrivera le probablement pas. penser, ça. mais je ne crois pas que c'est dans mon destin. Dans mon destin, Mais je la me richesse, vois elle a plein de ramer comme formes. un connard jusqu'à la dernière goutte, parce que c'est la merde ici. Tu vas mourir un crayon à la main. J'ai peur de qui je serais si j'avais des sous. Je serais quelqu'un qui serait très dangereux, je pense, pour moi, si j'ai de l'argent. Et ce qui m'amuse, c'est que le film que je croyais ne jamais pouvoir faire de ma vie parce que j'avais pas les moyens, la seule raison pour laquelle je peux le faire, c'est que j'ai pas les moyens. Ouais. L'absence de moyens m'a donné la liberté la plus grande au monde, c'est le temps. Oui, Le parce temps- que le t'as temps- personne qui va te dire. Mais tiens, le il temps faut est un que tu- luxe. Grâce au temps, j'arrive à perfectionner les idées, les amener jusqu'au bout. J'arrive à faire un film pour lequel personne n'aurait payé. Hein. Personne. Et potentiellement, ça va être. Personne n'aurait payé Ce pour sera ça. sûrement un chef-d'œuvre. Mais ce sera un film qui sera à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Donc je pourrais pas dire oh, je suis embarrassé parce qu'on m'a pas laissé faire ça. Non, j'ai fait ce que je voulais. Mais j'aurais jamais pu faire ça si j'avais eu un budget de la BBC. Il m'aurait dit voilà 50 000 €, reviens dans 3 mois avec ton film. Il y a Et un ça mec aurait qui a été de fait la ça. merde. Il y a un mec qui a fait ça, je sais plus comment il s'appelle, un réalisateur qui a sorti un film il y a pas longtemps qui s'appelle Mad God. Ouais. C'est que du stop motion qu'il a fait. Ça lui a mis 15 ans à le faire. Et c'est magnifique. Et le film est incroyable. Et voilà. Et donc, en fait, quelque part, je te dis, ce film que je croyais ne jamais faire parce que j'aurais jamais l'argent, je le fais précisément parce que j'ai pas l'argent. Ça, c'est vraiment un paradoxe incroyable. Bon, eh ben, Qui me donne de l'espoir parce que ça veut dire que même si je suis jamais riche jusqu'à la fin de mes jours, il y a l'espoir que j'arriverai peut-être à faire des trucs qui sont à la hauteur de ce dont je rêve, précisément parce que j'ai pas les moyens de faire autre chose. Ouais, puis on peut toujours Comme revoir ses ambitions de à la baisse. m'auto-détruire, par exemple. On peut toujours revoir ses ambitions à la baisse. Tu peux avoir une maison face à la mer et avoir la rue qui passe devant et de temps en temps quelqu'un Ça, qui c'est passe. triste, ça. Bah, Ça, c'est Fitzcarraldo. c'est la réalité du prolétaire. C'est Fitzcarraldo. Je sais pas si tu te souviens de ce film avec Los Kinski.
Le Non. mec qui veut bâtir un opéra dans la jungle. Et- Et ça finit sur un bateau qui est à moitié en train de couler avec un orchestre le long de le long du fleuve. Mais ouais, il y a un côté comme ça, tu vois. Un côté comme ça. Bon. Ouais. Enfin voilà. La Tempête de Paul Mazursky avec John Cassavetes, Gena Holland, Raoul Julia, Molly Ringwald et Suzanne Sarandon. Allez tous regarder ça. La tempête. Et l'autre, c'était Sorcerer Sorcerer. de William Friedkin. Ok. Et on Avec rien à Roy voir avec Scheider. le sorceleur du Witcher. Ah, je connais pas le sorceleur du Witcher. The Witcher. Mais- Ah oui, The Ouais. Witcher. Ouais. Mais non, Sorcerer, on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça, parce que Friedkin ne voulait pas l'appeler comme ça. Il voulait l'appeler en anglais Ballbreaker, qui est vraiment un casseur de couilles. Et quand Lou Wasserman a entendu ça à Universal, il lui a dit C'est non. Are you fucking crazy? Mais ça aurait été un titre génial. En fait, c'était visionnaire comme titre, Ballbreaker. Et donc, il n'a pas pu l'appeler comme ça. Donc il a appelé Il l'a appelé sorceleur. Sorcerer, et je crois que c'était parce qu'il avait fait L'Exorciste et que quelqu'un a dit cette sonorité-là peut nous aider à vendre des plages. Je lui ai demandé, mais il a nié que c'était la raison. Ok. Mais il y a quand même un petit détail, c'est que sur un des camions maudits qui transportent leurs trucs, là, on voit à un moment donné dans le film au crayon blanc sur une... je sais pas quoi, sur un ange livreur, je sais pas quoi, on voit une espèce de diable qui est comme le Pazuzu de l'Exorciste. C'est le seul lien. Ok. Ouais, mais il y a ce truc-là, je vais faire une dernière digression avant d'arrêter, mais c'est les réalisateurs qui arrivent à mettre du lien entre leurs films. Et Ouais. ça, je trouve que c'est super intéressant parce que Très intéressant. c'est leur univers à eux. Oui, et puis oui, tu sais, dans le cinéma américain, il y a une sorte une incapacité à faire du travail d'auteur. Hein, on le sait, c'est un truc C'est industriel. du travail de producteur. Mais ce qui est génial chez les Américains, et encore une fois, c'est les limites qui créent le génie. Peut-être que c'est ça le problème du cinéma français, c'est que ce concept d'auteur qui donne permission à tout, quelque part, nous empêche de nous dépasser. Le génie des Américains, c'est qu'ils sont prisonniers constamment et Oui. que leur travail consiste à glisser des pépites à l'intérieur d'un truc contraignant. Et tous les grands auteurs comme Scorsese et tous ces gens-là qui font finalement un cinéma d'auteur incroyable au sein d'Hollywood, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de la contrainte perpétuelle. Et Scorsese disait, faire du cinéma aux États-Unis, c'est comme de mettre des passagers clandestins à bord d'un paquebot. Tu remplis ton bateau de passagers clandestins et t'espères que ce voyage clandestin fait de ton film une œuvre d'art en dépit du studio. Et c'est exactement ce que ces gens-là font. Et je pense que quelque part, c'est pour ça que le cinéma américain est aussi grand. C'est la contrainte qui fait que chaque film est un défi et un acte rebelle Rebelle contre le système capitaliste, contre le finalement. système qui paye pour la fabrication du film. Merci Sylvain. Ben, merci à toi. On se refait ça quand tu veux. Ok. Tu voulais faire l'outro tout à l'heure Je voulais faire... Ah, tu voulais... si vous avez aimé ce programme, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Ça veut pas dire qu'on doit arrêter de se parler. Hein. Ok.